Les entreprises populaires vont remplacer les entreprises publiques et seront confiées au peuple, c'est-à-dire à vous, à travers le financement populaire. Donc je parle du modèle de 100 francs. Donc par exemple, Eneo sera transformé en une entreprise populaire, c'est-à-dire que l'État ne sera plus actionnaire dans cette entreprise, c'est vous le peuple qui allez financer cette entreprise dans le cadre du modèle de 100 francs. Donc l'entreprise va émettre des actions de 100 francs sur les téléphones dont je parle, parce que dans l'application de l'État, il y aura également un marché financier où vous pourrez acheter des actions de 100 francs pour financer les entreprises comme Eneo. Il y aura également une entreprise comme Autoroute et Rail d'Afrique qui va construire le réseau routier national. Il y aura Électricité Eau d'Afrique qui va se charger, qui va remplacer qui va prendre, oui, c'est ça que je viens de parler, qui va absorber Camwater et Eneo, et maintenant construire le réseau de distribution d'eau de l'Est. Vous voyez donc qu'avec ce modèle où l'État divise le travail en deux, une partie confiée aux entreprises populaires et l'autre à l'État lui-même, l'État va faire beaucoup d'économies qu'il va maintenant rediriger vers les secteurs comme l'éducation, vers ces 5 secteurs dont je vous ai parlé, l'éducation étant le premier. Donc l'État va mettre beaucoup d'argent dans la construction d'écoles un peu partout au Cameroun. Chaque département du Cameroun devra au moins avoir une grande bibliothèque de référence et des petites bibliothèques un peu pour alimenter les bibliothèques des écoles. Ça, je peux vous garantir qu'il y aura l'argent, parce que l'État se concentrant sur 5 secteurs seulement, ça va dégager beaucoup de ressources pour justement mettre ça massivement dans l'éducation. Mais en attendant que l'école arrive, parce que construire une école ne se fait pas en 2 jours, en attendant que l'école arrive, l'État vous donnera des téléphones sur lesquels il y aura une application, téléphone et chargeur solaire, sur lesquels il y aura une application dont l'usage sera gratuit, pour vous permettre justement d'avoir les cours qu'on enseigne aux enfants et de vous assurer que vos enfants ont accès aux cours de bonne qualité. Voilà comment je compte procéder au niveau de l'éducation et compenser ce problème. Donc, alors, pour poursuivre, on va aborder les questions économie et monnaie. La monnaie est certainement l'un des points focaux de votre projet de société. Vous prévoyez d'ailleurs sortir du franc CFA et de créer une monnaie nationale, le CROU, nom qu'on connaissait déjà un peu avant l'arrivée des colons, une monnaie qui existait déjà. Alors, comment rassurer les Camerounais et surtout les partenaires économiques sur la stabilité de cette monnaie, sachant que plus de 65% du commerce extérieur du Cameroun se fait avec des pays hors zone CFA. Oui, il faut, comme vous aviez dit tout à l'heure, que les Camerounais comprennent qu'on avait une monnaie avant l'occupation allemande. C'est en 1896, je crois, que le soi-disant gouverneur allemand, von Zimmern, l'avait supprimé pour imposer au Cameroun la monnaie allemande. Donc, prendre le contrôle de nos richesses avec leur bout de papier qu'ils appelaient Mark du Reich. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons renouer avec notre histoire monétaire. Donc le Cameroun va retourner à sa monnaie qui s'appelait le CROU, K-R-O-U ou K-R-O-O. Donc c'était notre monnaie, nous allons retourner. Et pour créer une monnaie, c'est très facile en fait. Déjà il y a une base légale, la nouvelle constitution va introduire la nouvelle monnaie du Cameroun et la Banque centrale du Cameroun. C'est la nouvelle constitution qui va les introduire. Voilà. Une fois qu'elle est introduite dans la constitution, la base légale, il y aura une période de transition qui va durer quelques mois. Le temps pour nous de bâtir, de mettre sur pied notre propre planche à billets. Parce qu'il faut qu'on comprenne également une chose, c'est que la monnaie du Cameroun, le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est ça son vrai nom, franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Après la restitution de l'indépendance, ils ont changé ça en communauté financière africaine. Mais c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ce que le CFA veut dire. Cette monnaie est encore battue en France, je pense en Chamaïa. Il faut mettre fin à cela, ce n'est pas sérieux. Nous aurons notre propre planche à billets au Cameroun et nous allons battre notre monnaie ici au Cameroun sous la supervision de notre banque centrale qui sera entièrement sous le contrôle des Camerounais. Maintenant, quant à la stabilité de la monnaie elle-même, la valeur d'une monnaie est déterminée par l'offre et la demande. L'offre est déterminée par la politique monétaire de la banque centrale. Elle peut l'assouplir ou la resserrer. Et elle est également déterminée par la demande.
Et pour certaines transactions au Cameroun, pour certains biens et services au Cameroun, il faudra absolument utiliser la monnaie du Cameroun. Par exemple, l'achat de nos ressources naturelles, où que vous soyez, se paieront en monnaie camerounaise. Il y a certains services, les services par exemple de transport au Cameroun, beaucoup de pays vont passer par le Cameroun, de par notre position géographique, ils devront utiliser le CROU. Il y a les produits financiers. Le Cameroun sera un très grand centre financier, avec notamment la plateforme pour le financement populaire. Ça également, ceci va générer une forte demande pour cette monnaie et qui sera en fait très demandée et elle pourrait même être très appréciée. Maintenant, pour éviter que l'appréciation possible de cette monnaie n'affecte pas notre compétitivité, ce que nous allons faire, c'est que nous allons introduire également dans la constitution des monnaies privées qui, elles, pourront être émises par des entités privées sous la supervision de la Banque centrale du Cameroun. Et en maintenant un certain nombre de contraintes sur justement leur stabilité. Il y a des ratios prudentiels qui permettent de le faire. Donc la monnaie du Cameroun va nous permettre non seulement de reprendre notre souveraineté monétaire, renouer avec notre histoire monétaire, mais également va nous donner la flexibilité de financer notre économie beaucoup plus facilement et de nous ajuster aux chocs externes. Le problème du CFA, c'est que même s'il n'est pas à l'origine de nos problèmes actuels, parce que nos problèmes sont surtout dus à la mauvaise gouvernance, le franc CFA nous retarde beaucoup, parce qu'il ne nous donne pas la flexibilité de financer notre économie, de financer le secteur privé comme on veut. Mais et surtout, il ne nous permet pas de nous ajuster aux chocs externes. Parce que quand l'euro s'apprécie pour des raisons XY en Allemagne, la monnaie du Cameroun aussi s'apprécie sans qu'il n'y ait aucune relation entre ce choc en Allemagne et la situation du Cameroun. Voilà un peu pourquoi nous allons reprendre notre liberté dans le domaine monétaire. Maintenant, en parallèle, pour assurer tous nos partenaires, parce que le Cameroun joue un rôle très important en Afrique centrale. Il y aura également le Fonds monétaire africain, que nous allons, dont la mise en œuvre sera accélérée. Il existe déjà, il avait été créé par le statut de Yaoundé. Le Fonds monétaire africain a pour siège Yaoundé. Mais ce Fonds monétaire africain a été mal conçu, n'a pas été conçu comme un vrai fonds monétaire. Donc j'ai fait des révisions sur le statut de Yaoundé pour introduire un instrument financier nouveau qui va également permettre à l'Afrique d'échanger au pays d'Afrique, d'échanger entre eux sans passer par le dollar, l'euro, le yuan. J'en parle là, c'est ce que j'appelle le droit de tirage africain, un peu comme le droit de tirage spécial du FMI à Washington. On peut faire la même chose en Afrique et commencer à échanger entre nous sans aucun problème. Mais la monnaie privée que vous introduisez là, comment éviter la spéculation, comment éviter les dérives autour de cette monnaie, sachant par exemple que 80% selon la BEAC en 2022, 80% de Camerounais n'ont pas accès au simple crédit bancaire formel. Vous introduisez une monnaie privée. Mais justement, il y a déjà les ratios prudentiels qui permettent de contrôler. Parce que n'oubliez pas, ces entités émettrices de monnaie privée seront sous supervision de la Banque centrale. Si par exemple la Banque centrale veut limiter leur capacité à donner du crédit, elle va seulement augmenter le ratio de fonds propres. Elle peut leur dire, votre ratio de fonds propres par rapport au crédit que vous avez émis doit être de temps. Et les fonds propres seront calculés avec la monnaie nationale, c'est-à-dire le coût. Donc, pour faire une forme d'économie binaire. Disons que c'est une flexibilité déjà. Il faut savoir que là, au moment où nous parlons, il y a d'autres instruments financiers qui existent déjà. Les bons des entreprises, ainsi de suite. Tout ce qu'on introduit dans ces monnaies privées, c'est juste une flexibilité supplémentaire. Parce que la Banque centrale doit se focaliser sur l'inflation. Le problème souvent des banques centrales, c'est que lorsqu'elles veulent contrôler l'inflation, elles ont tendance à resserrer le crédit. Et quand vous resserrez le crédit, vous risquez de tuer l'économie. Donc ici, on veut séparer ces deux problèmes. Le problème de l'inflation du problème de la croissance. Donc la Banque centrale pourra par exemple resserrer le crédit en CROU, c'est-à-dire rendre l'accès au CROU un peu plus difficile pour que les prix en CROU baissent et qu'elle contrôle l'inflation, c'est-à-dire les prix en CROU, la monnaie nationale, mais maintenant faciliter l'émission des monnaies privées en réduisant les ratios prudentiels, par exemple le ratio de fonds propres, ce qui va permettre justement à ces entités privées et maîtrises de monnaie privée de mettre un peu le crédit en monnaie privée et stimuler l'activité. Donc ici, je veux
on va découpler les deux problèmes. Parce que ce problème, inflation-croissance, c'est un gros problème des banques centrales. Ça vient justement du fait, très souvent, que les banques centrales n'ont qu'un seul outil pour lutter contre l'inflation. Et en utilisant cet outil, les banques centrales ont tendance à tuer l'économie. D'accord. Vous parlez également de la création des entreprises populaires. De quoi s'agit-il? Ce sont des entreprises qui auront un statut spécial dans la Constitution. C'est la Constitution qui va les introduire. À ce point. Elles ont un statut spécial parce qu'elles auront des missions de service public, notamment la construction et la gestion des infrastructures publiques. Mais elles devront être gérées comme des entités privées, avec toute la rigueur qu'il faut et les objectifs de rentabilité également. Et pourquoi j'ai introduit ces entreprises? Parce que je me rends compte que quand vous regardez les chiffres, les besoins de financement de l'État, de l'économie, l'État n'a pas les moyens de financer par exemple les routes. Prenons les routes. Hein? Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous choquer. Déjà, pour atteindre les standards de la Banque mondiale par exemple, pour les pays en développement, c'est-à-dire 0,5 km de route par kilomètre carré, nous devons construire près de 228 000 km de route. Hein? Nous n'en avons que 10 000. Hein? 228 000 km de route. Donc il nous faut, disons, à peu près 220 000 km de route pour atteindre seulement les standards de la Banque mondiale de 0,5 km de route par kilomètre carré. Pour les pays développés, c'est autour de 1,5 km de route par kilomètre carré. Donc si seulement on veut atteindre le petit standard de 0,5 km de route, il nous faut 220 000 milliards. Si on dit que le coût d'un kilomètre de route, c'est 1 milliard, à peu près 2 millions de dollars, il nous faut 220 000 milliards de francs CFA. Regardez le budget de l'État pour 2025, c'est près de 7 000 milliards seulement. Donc il nous faut près de 30 fois le budget de l'État pour 2025. C'est-à-dire quoi? Si l'État camerounais mettait tout l'argent de 2025, tout le budget, uniquement dans la construction de routes, c'est-à-dire oublier l'éducation, oublier de payer les fonctionnaires, oublier tout le monde, ça lui prendrait 30 ans pour atteindre les standards de la Banque mondiale de 0,5 km de route par kilomètre carré. Vous voyez donc que quand vous avez de tels besoins de financement, l'État ne peut plus être au centre de la question. Il faut changer de modèle de financement complètement. Et voilà pourquoi j'introduirai ces entreprises populaires pour permettre au peuple, parce que c'est vous qui avez l'argent dans l'économie. Ce n'est pas l'État qui a l'argent, c'est vous. La preuve, c'est vous qui donnez l'argent à l'État. Et c'est pas l'inverse. Donc, avec ces entreprises populaires, vous pourrez désormais acheter les actions de 100 francs sur vos téléphones. Et là, il y a beaucoup d'argent sur les téléphones. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en 2023, par exemple, le volume des transactions mobile money était de 24 000 milliards. En 2025, on doit être probablement autour de 30 000 milliards. Et ça n'inclut pas la diaspora. Et ça n'inclut pas les entreprises qui utilisent très souvent les virements bancaires. Elles n'utilisent pas le mobile money. Avec l'application de l'État dont je parle, sur les téléphones, que l'État vous aidera à voir, vous aurez justement les comptes mobile money qui vous permettent de faire ces transactions et d'acheter les actions de ces entreprises populaires pour financer notre économie. Donc même la diaspora, qui a beaucoup d'argent, même les entreprises qui ont beaucoup d'argent pourront maintenant contribuer au financement et à la construction de nos routes. En quoi ces entreprises populaires diffèrent-elles des entreprises publiques qui existent déjà? De manière. Dans ces entreprises publiques qu'on a maintenant, l'État est actionnaire. Donc c'est l'État qui décide de qui est patron. D'accord. Dans les entreprises populaires, ce ne sera plus le cas. C'est vous qui allez décider de qui est patron. Les gens vont postuler pour être des dirigeants et c'est vous, actionnaire, en fonction du nombre de vos actions, qui allez décider de qui peut être patron. Donc il y a un problème déjà de gouvernance qui sera différent. Deuxième problème, ces entreprises devront être bien gérées parce qu'elles devront être rentables. Bien sûr. Vous êtes actionnaire, vous attendez des dividendes. Vous êtes également client usager. Vous attendez un produit de bonne qualité. Vous n'allez pas accepter des routes avec des trous. Si vous avez un dirigeant de la société qui est chargé des routes, qui ne fait pas son travail, vous le limogez 2 jours après. Vous lui demandez pourquoi il y a tous ces trous. Donc voilà comment on va un peu apporter de la rigueur et on va respecter les exigences de rentabilité. Donc ce sera un système extrêmement efficace sur tous les plans, du point de vue de la qualité du service et du produit, mais également du point de vue de la rentabilité pour vous, actionnaires. Parce que c'est vous qui serez au centre de la chose. Alors certains craignent que ces entreprises populaires ne deviennent de nouveaux foyers de corruption dans leur mode de fonctionnement, dans leur mécanisme de gestion. Quelle garantie, quelle mesure d'encadrement
vont accompagner ce nouveau type, ce nouveau modèle de création d'entreprise? Il y a l'encadrement habituel, c'est-à-dire les rapports d'audit, les rapports financiers habituels, mais il y a également le cadre de gouvernance. Ce sont les actionnaires qui sont les patrons d'une entreprise. N'oubliez pas, ce ne sera plus l'État. Donc si vous êtes corrompu, fort probablement, votre entreprise ne sera pas efficace, elle ne sera pas rentable. Et vous, les actionnaires, vous allez vous en rendre compte très vite. Et je peux vous garantir que le dirigeant sera limogé le jour d'après. Mais je pense que vous, peuple actionnaire, vous serez beaucoup plus exigeant et meilleur gestionnaire que ce qu'on voit avec l'État. Pourquoi? Parce que l'État, très souvent, ce sont des nominations politiques. Je nomme mon pote qui m'a aidé dans tel ou tel domaine, quel que soit ce qu'il fait. Vous le laissez en place parce que son maintien dépend d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec les performances de l'entreprise. Alors que vous, actionnaire, et comme c'est vous qui contrôlez maintenant l'entreprise, vous pouvez limoger les dirigeants, ce ne sera pas la même chose. Elles seront complètement différentes des entreprises publiques. L'État, le seul lien que ces entreprises auront avec l'État, c'est qu'elles auront l'obligation de donner suite aux requêtes du président de la République. Si par exemple le président de la République leur dit lever 1000 milliards pour construire telle route, le tronçon de tel endroit à tel endroit, elles ont l'obligation de le faire, ces entreprises. C'est tout. Mais l'État ne va pas contrôler leur gestion au jour le jour. Ce sont les actionnaires qui vont... Elles seront gérées vraiment comme des entreprises privées. L'État n'aura rien à voir dans cette gestion. Avec des missions de service public. Voilà, avec des missions de service public qui sont rentables. Mais ce ne sont pas tous les services publics. Les routes, par exemple, sont rentables. L'électricité, c'est rentable. Il y a certains services publics qui sont en réalité rentables. Et ces services-là, justement, seront confiés aux entreprises populaires, y compris la Sonara, par exemple, la raffinerie, pour le pétrole, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment on va changer les choses. Et ça va libérer les ressources pour l'État. L'État sera seulement là aura un rôle de facilitateur. Il aura un rôle de facilitateur parce que c'est lui qui va donner toutes les autorisations légales. Il aura aussi quand même un rôle de soutien direct, mais pour les pauvres. Donc il y aura un fonds d'amélioration des revenus de la population qui va aider les pauvres à acheter les actions dans cette entreprise pour que vraiment ce soit un financement démocratique et disponible pour tous. Dans tout cela, vous misez sur une politique budgétaire centrée sur l'éducation, la santé, la justice. Comment équilibrer tout cela avec des besoins en infrastructures lourdes, alors que près ou environ 40% du budget d'investissement public est aujourd'hui consacré aux routes et aux barrages? Justement, l'État ne mettra plus l'argent de tel montant dans ces domaines. Par exemple, le peu d'argent qu'il met présentement dans le domaine pourrait être diminué parce qu'il va uniquement être focalisé sur les pauvres pour les aider à acheter les actions dans l'entreprise. D'accord. Imaginons par exemple qu'une de ces entreprises doivent lever, disons, 1000 milliards. L'État peut dire, parce qu'on a besoin de 1000 milliards pour construire telle ou telle infrastructure, l'État peut dire, écoutez, sur les 1000 milliards, je vais prendre 10 ou peut-être 20, donner au fonds d'amélioration des revenus des populations pour qu'il aide les pauvres à acheter les actions de 500 francs pour l'équivalent de 10 à 20 milliards. Ce sera ça la contribution de l'État. Mais l'essentiel de l'argent viendra de vous, de la diaspora, des entreprises pour acheter les actions et construire le projet. Donc l'État se retire de ce genre de projet, il supervise seulement, il s'assure que c'est en ligne avec le plan national de développement. Mais lui se concentre justement sur les autres secteurs dont je vous ai parlé, éducation, recherche, culture, sociale, justice, défense et sécurité. Et là, nous allons numériser au maximum. Parce que la numérisation de tout le secteur public permet de réduire drastiquement les coûts. Sur votre application téléphonique dont je parle, vous aurez accès à tous les services de l'État, toutes vos pièces y seront électroniquement, y compris les pièces d'identité. Vous pourrez l'avoir de manière électronique. Maintenant, vous pourrez toujours avoir la forme plastique qu'on envoie souvent, et même dans ce cas, vous passez la commande, on vous l'envoie là où vous êtes. Le système judiciaire, on informatise tout. On informatise toutes les procédures pour réduire la paperasse. Dans un pays où il manque de l'eau, de l'électricité, surtout où la connexion Internet n'est pas la plus enviable. Non, voilà pourquoi je vous dis, les 6 premiers mois, l'État aura pour objectif de s'assurer qu'il y a Internet un peu partout, parce que c'est lui le client. Le premier usager de l'Internet sera l'État lui-même. Donc il va... on a 360 communes. Je dis, vous prenez une commune, vous mettez 10 antennes dans chaque commune. Ça se fait en 6 mois. Et vous arrosez toute la commune en Internet de bonne qualité. Parce que le premier usager de l'Internet sera l'État lui-même, à travers son application, le fichier unique sur les téléphones. Et lui aussi, il va faire beaucoup de choses sur Internet. Donc,
En le faisant, donc, il va diminuer les coûts parce que tout sera informatisé. Vous n'aurez plus besoin, avec moi comme président de la République, vous pourrez passer des années sans aller dans un service public. Si on a besoin de vous parler à vous directement, étant donné que vous avez l'application de l'État, on peut vous appeler directement là-dessus, on enregistre, vous prêtez serment, et c'est fini, on vous envoie le document. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc ce serait une bonne chose pour tout le monde. L'État réduit ses propres coûts, vous réduisez vos propres coûts parce que vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Et voilà comment on va informatiser toute la chaîne de l'administration publique. Pour ce qui est de la sécurité, qu'on en parle d'ailleurs, c'est que nous allons également reposer sur un système de surveillance sur drone. En fait, on peut réduire les coûts énormément pour la police et les services de sécurité en général, en misant sur les technologies basées sur les drones. Un commissariat de police, chaque commissariat sera équipé de drones et des salles de contrôle où le commissariat peut contrôler son territoire de commandement juste avec les drones et n'envoyer les policiers que lorsqu'il y a vraiment un problème. Et de nos jours même, les drones peuvent descendre un peu à une altitude plus basse et communiquer avec les gens quand il y a problème. Donc on n'a plus besoin d'avoir cette présence humaine tout le temps, parce qu'elle coûte cher. Et la technologie permet de réduire beaucoup de coûts. Et nous allons beaucoup utiliser ces technologies pour réduire les coûts. Vous proposez par ailleurs, et là nous sommes déjà sur la santé et la protection sociale, vous proposez une couverture maladie généralisée pour tous. C'est un peu comme couverture santé universelle. Avec quelles ressources comptez-vous financer durablement ce système, sachant que moins de 5% des Camerounais aujourd'hui bénéficient d'une assurance santé. Ça, ce sont des statistiques OMS 2022. Oui, la CSU, là, dont on parle, couverture santé universelle que nous avons, n'en est pas une. Elle n'a rien d'universel. Elle n'a rien d'universel. Parce qu'elle ne couvre pas tout le monde. Elle ne couvre pas tous les soins de santé. Et en plus, la moitié du financement vient de l'extérieur. Donc, c'est un système vraiment dépendant et qui ne couvre personne. Moi, universel, là, c'est du faux. C'est du pipeau. Il n'y a strictement rien dedans, d'universel. Ce que je compte faire, c'est de couvrir tout le monde en basant mon action sur 2 domaines. Il y a, d'ailleurs, la CSU ne couvre pas l'offre, c'est-à-dire que l'offre des services de santé, ça ne prend pas ça en compte. Moi, je prendrais justement ça en compte. En créant une entreprise populaire, Société nationale des hôpitaux et centres de santé, qui va reprendre le contrôle de tous les hôpitaux que nous avons et les centres de santé et les étendre dans tous les domaines. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le secteur de la santé peut être rentable. Donc l'État n'a pas à y être en tant que tel. Donc cette société populaire, c'est-à-dire la vôtre, vous le peuple, va prendre en charge la construction et la gestion de tous les centres de santé un peu partout au Cameroun. Chaque département devra avoir au moins un centre de santé de référence. Au moins un centre de santé de référence. Maintenant, comment on va régler le problème de l'accessibilité? Parce que ça coûte de l'argent. Il y aura un système d'assurance maladie qui est classique où l'État va aider tout le monde à avoir une police d'assurance. C'est-à-dire quoi? L'État va passer des appels d'offres aux compagnies d'assurance privée. Dire, écoutez, je veux que vous couvriez 30 millions de Camerounais, donnez-moi le prix par tête. Je vous paye en plusieurs mensualités. Donc le contrat, c'est entre les entreprises d'assurance et l'État. Maintenant, comment l'État récupère son argent? Donc, si j'achète une police d'assurance pour vous, Dipita, je sais que vous avez les moyens, donc vous me remboursez. Je vous dis ça coûte 50 000 par an ou 100 000 par an, vous allez me rembourser. Vous ne pouvez pas fuir parce que j'ai votre compte, le fichier unique, l'application, je sais combien vous gagnez, vous ne pouvez pas mentir. Donc l'État va récupérer son argent auprès de vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en début d'année, l'État sait que vous êtes à couvert. Vos enfants sont couverts. Il va récupérer petit à petit. Maintenant, ceux qui n'ont pas les moyens de payer, ce sera une petite fraction, l'État peut les aider à payer pour les assurances. Mais elles seront toujours couvertes, quel que soit le cas de figure. C'est un peu différent de ce qui a été fait dans l'Obamacare aux États-Unis, où on a laissé chacun acheter la police. Là, généralement, vous n'avez pas de bon prix, parce que vous n'avez pas le prix de gros. L'État va aider les gens à avoir les polices d'assurance au prix le plus bas possible, parce qu'il va faire une négociation de gros, y compris pour ses propres employés. Donc, avec une négociation de gros, vous avez le prix par tête qui est bas. Voilà. Alors, vous dites que vous, en tant qu'État, vous aurez mes données, ça veut dire que les données ne seront pas sécurisées? Non, non, justement, c'est une très bonne question.
tout le système de fichier unique dont je parle sera légalement la propriété de la nouvelle Cour suprême, qui sera une grosse administration, qui va absorber l'ECAM et le Conseil constitutionnel, mais qui aura également d'autres missions de protection des données des gens. Donc la nouvelle Cour suprême sera à la fois une instance judiciaire, mais également une administration publique, qui est contrôlée par les juges. Donc ce sont des missions supplémentaires que la Constitution donnera à cette Cour suprême. Et on va peut-être en parler plus en détail tout à l'heure. Une de ces missions, justement, c'est de gérer le dispositif informatique qui sera derrière l'application de l'État. Maintenant, les divers services de l'État ne pourront accéder à vos informations qu'après autorisation du juge. Ou, pour des raisons standards, par exemple, les impôts, ils ne vont pas entrer dans les détails de vos transactions, mais ils auront, par exemple, le relevé de compte fiscal. L'administration de fisc pourra voir automatiquement toutes les semaines votre relevé de compte fiscal. C'est quoi? C'est les entrées et les sorties. Ce que vous avez reçu et ce qui est sorti. Mais ils n'auront pas accès aux détails. Ils n'auront pas accès aux détails. Parce que ça, c'est une information privée. Ce qui les intéresse, c'est que ce que vous avez gagné, ce que vous avez dépensé, le total. D'accord. Donc c'est sur cette base-là que l'État pourra savoir. Maintenant, pour des personnes sur lesquelles il y a des enquêtes bien précises, il faudra l'autorisation d'un juge pour y accéder. Parce que ce sont les informaticiens de la Cour suprême qui vont contrôler les accès. Ce n'est pas tout le monde qui pourra accéder à cela. D'accord. Voilà. Donc pour que l'informaticien de la Cour suprême vous donne accès, il faut qu'il ait l'autorisation d'un juge. Alors, l'un des reproches qu'on fait à notre administration aujourd'hui, c'est cette lourdeur bureaucratique dans le traitement, la gestion des dossiers qu'elle reçoit, une lourdeur qui la rend inefficace. Vous prévoyez créer donc le centre, la Société nationale des hôpitaux et centres de santé. Vous n'avez pas la crainte que cette institution-là rentre dans la même tare, la bureaucratie inefficace? Non, parce que c'est vous qui allez la gérer. Elle est nationale au sens du peuple. Okay. Ce n'est plus national au sens l'État propriétaire. De l'administration. Non, oui. National, de nos jours, enfin, avec moi comme président de la République, national voudrait dire c'est le peuple. C'est la nation, pas l'État. Donc c'est vous qui allez la gérer et vous avez des objectifs de rentabilité. Et les objectifs de rentabilité vont pousser les dirigeants à réduire les coûts et à informatiser toute la chaîne. Avec l'informatisation, vous savez, de nos jours aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, juste avec l'informatique. Et ça réduit drastiquement les coûts. On peut même faire la téléconsultation, la télémédecine et tout un tas de choses. Rassurez-vous, avec vos objectifs de rentabilité sur vos actions, ça va bien fonctionner. D'accord. Alors, vous prévoyez également la construction de dortoirs, orphelinats et restaurants publics sur tout le territoire. Oui. Vous savez, vous n'avez pas lutté contre la pauvreté. Je veux dire que tous ces pauvres-là, vous les maintenez là où ils sont, vous leur donnez seulement des infrastructures adéquates pour pour être plus à l'aise dans leur pauvreté? Non, justement. L'État, en fait, dans le domaine social, aura cinq domaines d'action. Le premier, c'est justement ce que vous avez cité, dortoir public, restaurant public, orphelinat public. Ça, c'est pour les gens qui sont en difficulté temporaire. Parce que lorsque vous accédez à ce dortoir public, par exemple, on va prendre toutes vos informations, on va prendre votre niveau d'éducation, et on va voir dans quelle mesure on peut vous aider justement à ne plus venir là. C'est juste quelque chose de temporaire, parce qu'on ne sait jamais, une chose peut arriver, vous avez perdu du jour au lendemain votre emploi. Par exemple, regardez dans le cas de la Covid, les gens ont soudainement perdu leurs emplois, et ce n'était pas de leur faute. Il faut des mécanismes temporaires pour que les gens puissent survivre sans stress. Idem pour les restaurants, c'est-à-dire ce n'est pas que vous devez aller là-bas tout le temps, c'est que temporairement pour vous laisser y aller, mais dès que vous faites la demande pour y aller, vous devez avoir, en fonction de votre niveau d'éducation, un plan disons, un accord d'ajustement avec un fonds spécial que j'appelle Fonds d'ajustement des populations et des entreprises. Donc vous allez signer un accord avec ce fonds, et on va vous aider, si c'est pour une formation donnée, allez faire la formation. Si c'est pour trouver un nouvel emploi, peut-être, on va vous aider temporairement pour que vous vous ajustiez. Et que vous voliez de vos propres ailes. Mais pendant cette période de transition, il faut qu'on vous aide. Ces restaurants publics, dortoirs publics seront là essentiellement pour cela. Il y aura pour les pauvres spécifiquement le fonds d'amélioration des revenus des populations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce fonds d'amélioration va permettre aux pauvres d'acheter des actions dans ces entreprises stratégiques dont je viens de parler. Ces actions qui pourront s'apprécier, apporter des dividendes et ensuite aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Et ça, c'est un peu le deuxième fonds dont je parle. Maintenant, il y aura également